Bonjour à tous et bienvenue dans cet exceptionnel épisode des chroniques de Youssef Indy, chronique 43, mais qui est diffusée exceptionnellement donc dimanche soir. Voilà. Comme je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, je ferai un numéro supplémentaire puisque j'ai été dans l'impossibilité la semaine précédente de vous offrir votre chronique hebdomadaire. Donc avant de commencer, je vous invite à aller dans la description de la chaîne pour la soutenir via Tipeee, via PayPal, via Patreon. Si vous ne le pouvez pas, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche et commentez. Commentez, c'est très important de commenter. Plus il y a de commentaires et plus il y a de... mieux la vidéo sera référencée. Alors des fois il y a des, surtout quand j'aborde des sujets comme ceux-là, comme celui que je vais aborder, énormément de commentaires de trolls, négatifs, insultants, etc. Bah, sachez que c'est pas grave, parce que plus il y a de commentaires et mieux c'est pour la chaîne. Voilà, donc à la limite vous pouvez y aller. Simplement je supprime les commentaires insultants. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'être rationnel, constructif et avancer des arguments. Donc c'est pas grave, allez-y. Alors, le sujet du jour, je vous l'avais promis il y a plusieurs semaines. Donc cette chronique-là d'aujourd'hui, cet épisode, est le dernier épisode de ma série sur l'Afrique. Quand j'ai commencé cette série sur l'Afrique, je vous ai annoncé que je ferai un épisode, je conclurai avec un épisode expliquant et dévoilant le dessous des cartes de ce projet américain qui a été annoncé par Steve Witkoff, notamment, mais pas seulement, également Boutros, qui est un des émissaires de Donald Trump, pour ce qui est du monde... Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui est son gendre ou le père de son gendre, peu importe, et qui a annoncé une réconciliation à venir entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est arrivé dans un contexte où la résolution présentée par les États-Unis en accord avec le Maroc, qui fait suite à un long travail diplomatique du Maroc pour obtenir la reconnaissance de son plan d'autonomie pour le Sahara marocain. Ça a été une victoire pour le Maroc. Je dis bien une victoire pour le Maroc. Et dans ce contexte-là, de victoire pour le Maroc, de l'acceptation par le Conseil de sécurité permanent de cette résolution, mais dans ce contexte-là, juste avant, Steve Witkoff et les autres conseillers de Trump annoncent une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie, et donc des négociations qui étaient déjà en cours. Ça appelle un certain nombre de questionnements, énormément de questionnements pour les néophytes, pour ceux qui ne suivent pas le dossier. Parce que si, de loin, quand on voit les relations entre le Maghreb, le pays du Maghreb, et les États-Unis, d'abord le Maroc, bon, on sait que le Maroc a des bonnes relations avec le monde occidental, grosso modo, même si c'est plus compliqué que cela, et de très bonnes relations avec les États-Unis. En particulier avec l'administration Trump, la première administration Trump et la deuxième. Parce que l'administration Biden, même si elle n'est pas revenue sur la reconnaissance du Sahara marocain par la Maison-Blanche, n'a pas fait grand-chose pour faire avancer le dossier. Mais bon, le Maroc a de bonnes relations historiques avec les États-Unis. D'ailleurs, le Maroc est le premier État au monde à avoir reconnu les États-Unis après l'obtention de leur indépendance. D'accord ? Donc, il n'est pas étonnant que les États-Unis soutiennent le Maroc dans son plan, même si ça n'a pas toujours été le cas. Je vous renvoie à mon dossier publié sur Strategica début 2021 sur la normalisation entre le Maroc et Israël. Pour ceux qui pensent que j'ai jamais travaillé sur le sujet, si, j'ai publié un dossier de 30 à 40 pages sur Strategica qui est en accès libre sur le dossier qui s'appelle
le Maroc, l'Occident et Israël, ou l'Occident, Israël et le Maroc, peu importe. Vous pouvez le retrouver sur Strategica, où je retrace l'histoire du Maroc, et notamment l'histoire du Maroc à partir du 19e siècle, les défaites militaires du Maroc contre la France et l'Espagne, qui ont conduit à son dépeçage du Nord et aussi du Sahara, qui appartenait au Maroc, puisqu'on a la preuve, et qui a été arraché au Maroc par l'Espagne en 1860. On a le document, d'ailleurs, c'est ce que je présente dans mon dossier. Puis il y a eu la période de protectorat, puis la décolonisation, et depuis lors, le Maroc a toujours été dans la sphère occidentale, puisque on est dans la période de guerre froide, et le monde se divisait en deux, notamment le monde arabe, ceux qui étaient alignés sur le bloc soviétique, révolutionnaire, socialiste, et donc qui rejetaient tous les régimes traditionnels, révolution en Égypte contre le roi, révolution en Libye, et ainsi de suite. Eh bien, le Maroc, évidemment, même s'il n'avait pas de mauvaises relations avec l'URSS, ne pouvait pas s'aligner sur le bloc soviétique, évidemment, pour des raisons évidentes, étant une monarchie. Donc, il est resté dans le giron occidental et américain. Donc, on comprend très bien pourquoi les États-Unis sont apparemment favorables au Maroc. Mais pour ce qui est de l'Algérie, c'est plus compliqué, puisque l'Algérie, depuis son indépendance, et le pouvoir FLN, donc qui est d'obédience marxiste, même s'il revendique son islamité, est un allié traditionnel du bloc soviétique. Et donc on a gardé cette image-là, un peu figée dans le temps, avec un Maroc pro-occidental, pro-américain, et une Algérie qui serait anti-impérialiste, toujours anti-impérialiste, donc anti-occidentale, donc anti-américaine, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a eu des bouleversements historiques depuis. Et donc ce que je vais faire dans cette chronique, qui va être assez longue, c'est que je vais être contraint de revenir à l'histoire, et surtout à des détails, bien sûr documentés, de ces 25 dernières années, sur l'évolution de l'Algérie dans sa relation à la Russie, dans sa relation aux États-Unis, qui explique cette négociation, on ne sait pas si elle va aboutir, mais en tout cas cette négociation, chapeautée par les États-Unis pour réconcilier l'Algérie et le Maroc. Parce que pour réconcilier les deux, il faut avoir de très bonnes relations avec les deux, et des liens forts avec les deux pays. Donc, on va commencer par une petite introduction générale, de rappel historique, et de la séquence que nous traversons. Puis on va rentrer dans le vif du sujet, qui va beaucoup vous surprendre. Parce que beaucoup, comme je l'ai dit en introduction au début, ont gardé des images figées du Maroc et de l'Algérie, et de leur relation au monde occidental. Allons-y. Alors, l'effondrement de l'Union soviétique a affaibli tous les anciens États communistes et socialistes, notamment arabes, qui ont perdu leur allié et protecteur. L'Algérie, faisant partie des alliés historiques de l'URSS, a dû opérer un repositionnement stratégique vis-à-vis des États-Unis, et plus précisément vis-à-vis de l'OTAN. À la fin des années 1990, début 2000, le monde vivait dans le moment unipolaire. Avec une Amérique ayant triomphé du communisme et de l'URSS et dominant le monde sans partage. C'était hier, ça. Années 90, début 2000. La Russie, à l'époque, était à terre, même encore au début des années 2000, puisque Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000. Et la Chine n'avait pas encore réémergé. Et Washington, sous l'influence de Tel Aviv, se préparait à de grandes guerres contre les pays musulmans. Jusque-là, je pense que vous êtes à peu près tous d'accord et au courant. Le Maroc, quant à lui, comme je l'ai dit, fait partie de la sphère d'influence occidentale depuis l'époque coloniale, après avoir perdu ses guerres contre les Européens, je vous l'ai dit.
Mais comme je l'ai expliqué dans une précédente chronique, sur la relation stratégique entre le Maroc et la Russie, Rabat s'est rapproché, à partir de 2016, des grandes puissances du monde multipolaire, la Russie et la Chine. Je vous renvoie à mon dossier sur le Maroc, l'Occident et Israël, où je rapporte tout cela de façon détaillée. L'Algérie et le Maroc, donc, c'est le sujet du jour, ont des trajectoires bien distinctes. Alger, nous allons le voir, s'est rapproché des États-Unis et s'est éloigné de la Russie, pour plusieurs raisons que je vais évoquer déjà, que j'ai déjà commencé à évoquer dans la précédente chronique où j'ai parlé du conflit au Mali. Le Maroc, lui, a maintenu ses bonnes relations avec l'Amérique, tout en opérant une diversification stratégique qu'on peut appeler, que j'ai appelé le multi-alignement dans le monde multipolaire. Le multi-alignement est un concept indien qui consiste à s'aligner sur toutes les grandes puissances du moment. Donc si Washington a pour projet de réconcilier Alger et Rabat, ce n'est pas pour promouvoir la paix. Il s'agit de contrer les Russes et les Chinois en Afrique, mais surtout les Russes sur le plan stratégique et militaire, et au Maghreb. Donc les contrer en Afrique noire et au Maghreb. Donc pour ce faire, il faut aligner le Maroc et l'Algérie, totalement, sur les États-Unis, ou du moins empêcher ces deux pays de basculer dans une autre sphère d'influence et d'avoir une politique totalement indépendante. L'Amérique ne pourrait pas réconcilier les deux pays si elle n'avait pas, comme je vous l'ai dit, avec eux des liens puissants dans les domaines économiques, diplomatiques et militaires. Donc des liens économiques forts, diplomatiques forts, militaires forts avec le Maroc et l'Algérie. Donc avant d'entamer la partie sur l'Algérie, je résume l'évolution du Maroc. Comme je vous l'ai dit, les défaites militaires au XIXe siècle, protectorat à partir de 1912, décolonisation 1956, le Maroc se maintient dans la sphère occidentale, puis dans la période récente, le Maroc normalise avec Israël, puisque le lobby pro-israélien est extrêmement puissant aux États-Unis pour obtenir de Donald Trump la reconnaissance du Sahara marocain. Mais dans les années qui ont précédé, ça c'est 2020-2021, mais dans les années qui ont précédé, le Maroc a eu un certain nombre de problèmes et de difficultés avec les pays européens et même les États-Unis et l'Union européenne sur la question du Sahara marocain. Donc ça, je l'ai rapporté dans mon dossier, dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est 2014-2015. Et à partir de 2016, eh bien, il y a un renforcement des liens stratégiques entre le Maroc et la Russie. Le voyage du roi Mohamed VI en Russie, en Chine, également des liens économiques et des contrats passés avec l'Inde. Donc le Maroc prend acte du monde multipolaire, prenait acte à l'époque de l'hostilité d'un certain nombre de pays occidentaux contre le Maroc sur le dossier du Sahara marocain. Par conséquent, diversification stratégique, multi-alignement. Pour ce qui est de l'Algérie, c'est une toute autre trajectoire, puisqu'elle part d'un tout autre point. Elle part d'un point révolutionnaire socialiste, proche du bloc soviétique. La Russie est jusqu'à présent le principal fournisseur d'armes de l'Algérie. Et l'Algérie, elle, fait face à un autre problème que le Maroc, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Donc la Russie, à partir de là, n'est plus animée d'une idéologie, d'un projet universel mondial, ça devient simplement un État froid qui défend ses intérêts de façon froide, et il n'est pas question de s'allier à un pays simplement pour des questions idéologiques. Il faut aller plus loin que cela. Donc l'Algérie se retrouve comme un certain nombre de pays arabes proches du bloc soviétique, plus ou moins isolés, si je puis dire. Donc, à partir des années 90-2000, l'Algérie prend un virage
du fait de l'absence de la disparition de l'Union soviétique. C'est dans ce contexte-là, en fait, qu'il faut bien comprendre ce que je vais expliquer maintenant. D'accord? On y va. Donc, c'est dans ce contexte dangereux du moment unipolaire que l'Algérie a opéré un discret virage stratégique en se rapprochant des États-Unis et de l'OTAN. De l'OTAN, j'ai bien dit de l'OTAN. L'Algérie et les États-Unis se sont associés dans la lutte contre le terrorisme, et cela s'est traduit notamment par l'adhésion en mars 2000 au dialogue méditerranéen, qui est un dispositif de l'OTAN en Méditerranée créé en 1994, dans la logique américaine de domination mondiale, 3 ans après la décomposition de l'Union soviétique. Donc 91, décomposition de l'Union soviétique. Dans les années 90, élargissement de l'OTAN en Europe, qui se rapproche dangereusement de la Russie, avec au total 5 vagues d'expansion de l'OTAN. Parce qu'en fait, comme l'avait expliqué à l'époque Wolfowitz en 93, nous devons profiter de ce moment de vide en termes d'opposition des puissances eurasiatiques pour étendre l'hégémonie américaine. Donc ils s'étendent en Europe, mais ils s'étendent aussi en Afrique du Nord, en Méditerranée. D'où la création en 1994 du dialogue méditerranéen, ce dispositif de l'OTAN. D'accord ? Ce dispositif de l'OTAN réunit des pays d'Afrique et du Proche-Orient, à savoir Israël, la Jordanie, l'Égypte, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, qui ont tous adhéré en 1995 à ce dispositif de l'OTAN, avant d'être rejoints par l'Algérie en mars 2000. Donc, je résume, l'Algérie est membre du dialogue méditerranéen qui est un dispositif de l'OTAN avec Israël, la Jordanie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Sur le site, maintenant là on va entrer dans la documentation. La documentation. Et tout ce que je vais citer va être documenté et vous allez le voir apparaître à l'écran. D'accord ? Sur le site de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles, pourquoi Bruxelles ? Parce que c'est la ville où se situe le siège de l'OTAN, il y a un texte intitulé « Relations Algérie-OTAN » que vous allez voir apparaître à l'écran, donc sur le site de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles. Je cite le texte de l'ambassade de l'Algérie à Bruxelles, intitulé « Relations Algérie-OTAN ». Donc je cite. Ça apparaît à l'écran. L'Algérie a adhéré au dialogue méditerranéen en mars 2000, nous dit l'ambassade d'Algérie à Bruxelles. Il s'agit d'un cadre de concertation et de coopération réunissant les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, aux partenaires de la rive sud de la Méditerranée. Donc, je fais une parenthèse, les pays que je vous ai cités, comprenant le Maroc et Israël. Je referme la parenthèse. Donc, l'ambassade d'Algérie à Bruxelles continue. Depuis son adhésion au dialogue méditerranéen, les relations Algérie-OTAN ont connu une avancée appréciable marquée par les 2 visites officielles du président de la République algérienne au siège de l'OTAN en 2001 et 2002 et par la visite officielle du secrétaire général de l'OTAN en Algérie en 2004. J'ouvre une parenthèse, c'est donc entre 2001 et 2004, c'est la période où les États-Unis ont attaqué l'Afghanistan et détruit l'Irak. On est dans la période George W. Bush, dans l'administration néoconservatrice. D'accord ? Donc je referme cette parenthèse. Le site de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles nous dit, donc cette visite officielle du secrétaire général de l'OTAN en Algérie en 2004 est la première entreprise par un secrétaire général de l'OTAN dans un pays du dialogue méditerranéen. Le bilan, continue l'ambassade d'Algérie à Bruxelles, le bilan de la coopération entre les 2 parties est jugé satisfaisant. L'Algérie participe, dans le cadre de ce dialogue, à des activités de coopération avec l'organisation, réunions, séminaires,
formation, escale et autres, sur des questions d'intérêt commun. L'Algérie prend part également aux sessions de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, en sa qualité de partenaire régional et membre méditerranéen associé. Par ailleurs, ajoute l'ambassade d'Algérie à Bruxelles, et dans le droit fil du principe de coopération individuelle renforcée, l'Algérie a eu son premier programme individuel de partenariat et de coopération avec l'OTAN en octobre 2014, renouvelé à 2 reprises, respectivement en juillet 2018 et en avril 2021. Fin de citation. Entre les 17 et 19 janvier 2022, le secrétaire, donc c'est plus proche de nous, c'était il y a un peu plus de 3 ans, le secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique de sécurité de l'OTAN, Javier Colomina, s'est rendu à Alger. Et nous pouvons lire donc sur le site de l'OTAN ce qui suit. Vous allez le voir bien sûr apparaître à l'écran comme tous les documents que je vais citer. Je cite ce document de l'OTAN. Au cours de sa visite, M. Colomina, donc secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique de sécurité de l'OTAN, a débattu avec de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense, de la coopération OTAN-Algérie et des enjeux de sécurité régionaux d'intérêt commun. Il a souligné le rôle clé que joue l'Algérie en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Retenez bien. Ainsi que l'expérience et la connaissance des questions de sécurité régionale dont elle dispose, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. C'est sur des domaines tels que la formation et l'entraînement militaire, ainsi que le programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité, que repose la coopération pratique entre l'OTAN et l'Algérie, associée à la position stratégique qui est la sienne en Afrique du Nord, et dans la région de la Méditerranée, les contributions qu'apporte l'Algérie à la sécurité régionale en font un partenaire indispensable de l'Alliance, indispensable de l'OTAN. Fin de citation. Le 19 mars 2025 s'est tenue une réunion sous la présidence du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avec les représentants des 7 pays du dialogue méditerranéen, à savoir l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. L'un des sujets abordés fut l'instabilité sahélienne, encore une fois le Sahel. On constate que la question sahélienne intéresse tout particulièrement les États-Unis. Mais je répète, pour ceux qui ont mal entendu, le 19 mars 2025, c'est-à-dire cette année, s'est tenue une réunion sous la présidence du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avec notamment l'Algérie, le Maroc et Israël. C'est-à-dire que qui sont tous membres, c'est normal qu'ils se rencontrent, puisqu'ils sont tous membres du dialogue méditerranéen de l'OTAN. Donc ça veut dire qu'ils se rencontrent. C'est pas chaque année, c'est pas périodiquement, mais ponctuellement ils se rencontrent. Donc vous avez des représentants à la même réunion, aux mêmes réunions du dialogue méditerranéen des différents membres, donc le Maroc, l'Algérie et Israël sont ensemble dans la même pièce. Il y a un article intéressant d'un média algérien qui s'appelle Le Jeune Indépendant, qui est un média qui rapporte des informations intéressantes sur l'Algérie, qui n'est pas un média anti-algérien, je tiens à le préciser, hein, c'est un média algérien classique, patriote. Donc il y a un article de Zouaoui Mouloud publié dans Le Jeune Indépendant le 15 novembre 2005, mais qu'on ne trouve plus, qui a été supprimé du site Le Jeune Indépendant, mais qui a été pris et publié sur un autre site en 2009. Mais qui depuis a disparu du site Le Jeune Indépendant. Mais c'est bien un article, Le Jeune Indépendant, du 15 novembre 2005, et qui a pour titre, vous allez le voir apparaître à l'écran, vous allez voir le titre apparaître à l'écran. Mais je vais vous le citer.
Que nous dit cet article du 15 novembre 2005? La première réunion au niveau des chefs d'état-major entre l'OTAN et l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte et Israël, donc du dialogue méditerranéen de l'OTAN, pays membre du Forum du dialogue politique avec l'Alliance, s'était tenue le 18 novembre 2004. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général-major Gaïd Salah, y avait pris part. Il s'agissait aussi du premier contact à la même table entre un haut responsable de l'armée algérienne et un autre de l'armée israélienne. Israël, qui y participait pour la première fois, était représenté alors par le général Israël Zeev, chef des opérations de l'armée israélienne, qui avait remplacé le chef d'état-major, le lieutenant-général Moshe Ya'alon. Fin de citation. Donc article du Jeune Indépendant, 15 novembre 2005, sous la plume de Zouaoui Mouloud. Mais la coopération entre l'Algérie et les États-Unis ne se limite pas au dialogue méditerranéen de l'OTAN. Elle s'étend à une coopération avec l'Africom, qui est le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Alors, qu'est-ce que l'Africom? Le commandement, donc ça c'est le site de l'Africom, donc l'ambassade en fait des États-Unis à Alger, en Algérie, donc qui nous présente l'Africom. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, est l'un des 12 commandements de combat du ministère américain de la Défense. Sa zone de responsabilité couvre 53 États africains, plus de 800 groupes ethniques, plus de 100 langues, de vastes ressources naturelles, une masse terrestre 3,5 fois plus grande que les États-Unis, et près de 19 000 km de côte. En collaboration avec ses partenaires, l'Africom lutte contre les menaces transnationales et les acteurs malveillants, renforce les forces de sécurité et répond aux crises. Fin de citation. Bon. Avec les États-Unis, de toute façon, leur présence militaire quelque part, c'est toujours pour la sécurité, la paix, etc. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Yougoslavie, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu partout. Les États-Unis, chaque fois qu'ils sont présents militairement quelque part, c'est pour y apporter la paix et la démocratie. Donc je continue. Sur le site des États-Unis, donc le site de l'ambassade des États-Unis en Algérie, il est écrit, donc vous allez voir s'afficher à l'écran la page. Le général Michael Langley, commandant du commandement américain pour l'Afrique, a effectué sa 3e visite en Algérie le 22 janvier 2025 et a signé un protocole d'accord de coopération militaire. La signature a eu lieu en présence du ministre algérien délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Saïd Changriha, qui est le 2e homme le plus puissant d'Algérie. Alors vous allez voir, vous voyez sur le site là, la photo, donc juste après la signature de l'accord, du protocole d'accord de coopération militaire avec les États-Unis, donc l'Africom, vous voyez à gauche le commandant du commandement américain pour l'Afrique, le général Michael Langley, et à droite, Saïd Changriha. Les Marocains et les Algériens le connaissent. C'est un personnage très important. Je poursuis la lecture du texte sur le site de l'ambassade des États-Unis en Algérie. La visite et la signature du protocole d'entente entre les États-Unis et l'Algérie illustrent la vision commune de nos deux pays de renforcer la paix et la stabilité régionale et internationale par le biais d'un dialogue stratégique. Fin de citation. Dans un article du 9 mars 2025, le journal algérien Le Jeune Indépendant, toujours lui, rapporte que, je cite, « Le renforcement de la coopération dans le domaine militaire entre Alger et Washington n'est plus une vue de l'esprit. » 9 mars 2025, cette année. Elle se dessine de plus en plus ces derniers temps. Ainsi, l'Algérie pourrait acquérir des équipements militaires sophistiqués auprès des États-Unis. Des négociations entre les représentants des ministères de la Défense des deux pays sont prévues dans les prochains jours. Ces négociations
devrait aboutir à la signature d'un accord pour l'acquisition de plusieurs types d'armements US destinés à l'équipement de l'armée nationale populaire. L'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Boukadoum, a annoncé samedi la tenue prochaine de ces négociations qui devront relancer et renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays, y compris l'éventualité très probable de signer un accord pour l'achat d'équipements militaires américains. Cette annonce marque une nouvelle étape dans les relations militaires entre les deux pays qui entretiennent déjà un dialogue de défense régulier depuis plusieurs années, un partenariat sécuritaire. Lors d'une interview avec des journalistes à l'ambassade d'Algérie à Washington, samedi dernier, donc là on est en mai 2025, Boukadoum, l'ambassadeur d'Algérie à Washington, a indiqué que des représentants des ministères de la Défense des deux pays se préparaient à entamer des discussions pour renforcer le partenariat en matière de sécurité. Selon une note du site Defense Scoop, en provenance du Pentagone, Boukadoum a déclaré que l'Algérie mène, donc il cite, un dialogue militaire continu depuis des années, soulignant que le mémorandum d'entente entre l'Algérie et les États-Unis signé le 22 janvier dernier a établi un cadre juridique pour la coopération et ouvert la voie à de nombreuses opportunités dans l'avenir. L'ancien ministre des Affaires étrangères, donc algérien, Boukadoum, qui est l'ambassadeur à Washington, a fait savoir qu'à l'ordre du jour de ces pourparlers figure l'échange d'informations de renseignements maritimes et de nouvelles transactions d'armement, ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage et les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Encore une fois, le Sahel. Fin de citation. Encore une fois, le Sahel. Le Jeune Indépendant rapporte qu'en octobre, donc le média algérien Jeune Indépendant, rapporte qu'en octobre 2014, des officiers de l'armée algérienne ont participé à Istanbul, en Turquie, à un séminaire régional visant à renforcer la coopération entre les partenaires de l'OTAN et l'armée turque. Le séminaire basé Regex 14 a réuni 143 participants, dont 84 représentant l'Alliance Nord-Atlantique. Il s'agit, écrit le Jeune Indépendant, il s'agit d'un exercice théorique visant, selon l'Alliance, à mettre en place des tactiques de coordination lors de situations particulières de conflit, mais une autre situation qui nécessite un échange de coopération multiforme. Fin de citation. 2014 en Turquie, alors pour rappeler le contexte, on est en pleine guerre en Syrie, guerre durant laquelle la Turquie d'Erdogan à l'époque soutenait massivement, militairement, les groupes armés, takfiristes, etc., qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Syrie, contre la Syrie de Bachar el-Assad. C'est dans ce contexte-là qu'a eu lieu ce séminaire. Maintenant qu'on a abordé brièvement la dimension militaire et stratégique, il y a aussi une autre dimension, c'est le poids économique. Quel est le poids économique des États-Unis en Algérie pour que les États-Unis aient suffisamment de poids, d'influence sur l'Algérie pour amener l'Algérie et donc le Maroc à négocier et à pacifier leurs rapports. La dimension économique est importante. Le principal investisseur étranger en Algérie est les États-Unis, avec plus de 900 millions de dollars d'investissement direct étranger dans le pays. Je vais vous citer un autre média algérien qui s'appelle la patrinews.dz, qui rapporte les propos de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin, qui a déclaré que plus de 100 entreprises américaines se sont installées dans le pays, donc en Algérie, et y opèrent dans moult segments, énergie, télécommunications, agriculture. Les liens commerciaux entre l'Algérie et les États-Unis se sont renforcés de manière spectaculaire ces dernières années. En 2022, les échanges entre les deux pays se sont établis à 4,2 milliards de dollars, un volume en constante évolution.
L'ambassadrice américaine à Alger a déclaré à l'Expression, un journal de l'Expression, que son pays pèse 29% dans le chiffre global des investissements directs étrangers en Algérie, ce qui en fait le leader. Vous pouvez vérifier l'information. C'est facile à trouver. Les Américains misent dans beaucoup de secteurs, mais ce sont les ressources pétrolières et gazières qui les intéressent le plus, et depuis longtemps d'ailleurs. Depuis peu, ils explorent d'autres niches très rentables, telles que les technologies et les télécommunications. La modernisation des infrastructures du pays est un chantier très prometteur. Par ailleurs, il y a l'agriculture. Le projet Baladna Algérie, dédié à l'essor de la production laitière du pays, est une priorité. Des contrats d'un montant global de plus de 500 millions de dollars ont été scellés par des entreprises algériennes et américaines, dont le géant de l'irrigation Valmont. Fin de citation, c'était un extrait de l'article du journal algérien en ligne lapatrie-news.dz. Alors, les premiers accords économiques dans le domaine gazier entre les États-Unis et l'Algérie remontent à loin, remontent à la fin des années 60. Tout ce que je vous dis va s'afficher, c'est affiché à l'écran. Tout est parfaitement documenté. Je ne vais pas vous dire à chaque fois la source. La source apparaît à l'écran. L'Algérie a signé le 22 janvier 2025, donc cette année, au début de cette année, un accord avec le géant américain Chevron afin d'évaluer le potentiel de ressources en hydrocarbures offshore, c'est-à-dire en mer, en Méditerranée, dans les eaux algériennes, a annoncé le ministère de l'énergie algérien. Et la compagnie algérienne Sonatrach a des accords de coopération avec la compagnie américaine Occidental Petroleum qui ont été renforcés et élargis en avril 2025. Donc ça fait longtemps qu'il y a des accords gaziers, etc., des liens économiques. Mais ces dernières années, on note une évolution, une intensification des relations économiques, notamment dans le domaine gazier, entre l'Algérie et les États-Unis. Donc les liens se resserrent de plus en plus et les États-Unis sont devenus le premier investisseur étranger en Algérie. Donc maintenant qu'on a terminé avec ce volet, on va aborder l'évolution de la relation Russie-Algérie qui s'explique notamment dans cette perspective que j'ai commencé à aborder dans la précédente chronique. En expliquant, je ne vais pas y revenir, que l'Algérie soutient les Touaregs contre le Mali et la Russie soutient le Mali contre les Touaregs et que ça a provoqué des tensions fortes entre l'Algérie et la Russie avec des déclarations ouvertes. D'un côté, le président algérien Tebboune, de l'autre, le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Donc je vais pas y revenir. On va poursuivre. Alors, la Russie et l'Algérie, je vous l'ai dit au début, sont des alliés historiques depuis la période soviétique, durant laquelle le communisme russe, entre guillemets russe, pas tout à fait russe, avait des affinités évidentes avec le tiers-mondisme de l'Algérie et du FLN. Mais, comme je vous l'ai dit, avec l'effondrement de l'URSS et du communisme, la Russie est revenue à un réalisme géopolitique dépourvu d'idéologie. Il n'est plus question de défendre un projet international. Ces relations, donc avec l'Algérie comme avec tout autre État, se fondent sur les intérêts et rien d'autre. Bien sûr, il y a la confiance, il y a l'histoire, etc. Bien sûr, évidemment. Mais la Russie poursuit ses intérêts. Point barre. Mark Katz, professeur de sciences politiques américain et spécialiste de la Russie, concluait déjà en 2007 que si les deux pays, la Russie et l'Algérie, ne sont pas ennemis, ils ne sont pas non plus amis. En 2024, Adlan Mohammadi, qui est spécialiste de la politique arabe de la Russie post-soviétique, a qualifié l'approche de l'Algérie envers la Russie de flexible, plutôt que de celle d'un allié ou d'un partenaire. Bon, il dit ça en 2024, compte tenu de ce qui s'est passé dans le Sahel, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Il faut préciser aussi, parce qu'on parle beaucoup
ce qui est vrai, des liens militaires entre l'Algérie et la Russie. La Russie qui est le principal fournisseur d'armes de l'Algérie, mais on l'a vu, les États-Unis vont commencer aussi à fournir des armes à l'Algérie. Il faut préciser quand même que la Russie n'a aucun programme de co-développement de défense avec l'Algérie. Et quasiment aucun transfert de technologie n'a eu lieu. La Russie interdirait les compensations de défense, c'est-à-dire l'autorisation de rétro-ingénierie et de production locale de pièces détachées pour ses exportations vers l'Algérie. C'est ce qui explique notamment pourquoi l'Algérie commence à se tourner vers les États-Unis pour acheter des armes, mais pas seulement les États-Unis. Je crois vers l'Inde et la Chine aussi. D'ailleurs, il y a aussi une question générationnelle. De nombreux officiers algériens poursuivent leurs études en Russie, mais d'autres, de la génération actuelle, s'entraînent en France et aux États-Unis. Donc on a en Algérie une génération d'officiers qui est quand même moins russophile que ses aînés. Alors, c'est ce qui explique aussi autre chose dans la relation Algérie-Russie. En 2020, la Russie s'est vue refuser par l'Algérie la création d'une base militaire sur son territoire. Le site spécialisé dans les questions militaires Aviapro rapporte que l'Algérie n'a pas l'intention d'accorder à la Russie le droit d'établir des installations militaires sur son territoire dans un proche avenir, y compris les bases navales et aériennes. Des informations sur l'intérêt de la partie russe pour cela sont apparues il y a environ un mois. Mais ces informations n'ont pas été officiellement confirmées. Le réseau d'information russe Kadara confirme que, je cite, « L'Algérie n'a pas l'intention de créer une base militaire russe sur son territoire. L'interaction se limite à la coopération militaro-technique. » Fin de citation. Donc en fait, l'Algérie, qui est un allié historique de la Russie qui est son principal fournisseur d'armes, etc., l'Algérie a refusé, notamment à la Russie, d'ouvrir une base navale, parce que la Russie a besoin d'une base navale en Méditerranée en eau profonde. L'Algérie a refusé. Beaucoup de gens se posaient la question, mais pourquoi est-ce que l'Algérie a refusé ? Ben, elle a refusé en raison de ce que je vous ai expliqué précédemment. Le rapprochement avec l'OTAN, dialogue méditerranéen, le rapprochement avec l'Africom, la présence américaine en Afrique, etc., etc. Le rapprochement stratégique et militaire de l'Algérie et des États-Unis explique pourquoi l'Algérie a refusé. C'est pas forcément parce que l'Algérie ne veut pas, mais c'est parce que l'Algérie ne peut pas. Il y a dû avoir des pressions importantes des États-Unis sur l'Algérie pour que l'Algérie refuse. D'ailleurs, 3 ans plus tard, 3 ans après ce refus, en 2023, les BRICS qui sont dominés par la Russie et la Chine, ont rejeté la candidature de l'Algérie qui espérait grandement y être intégrée. Donc l'Algérie a déposé sa candidature pour intégrer les BRICS. Et il y avait même une déclaration du président Tebboune qui avait annoncé que très probablement l'Algérie intégrerait les BRICS. Parce que l'Algérie aussi, comme le Maroc, mais venant d'un tout autre point, ne veut pas rompre ses liens avec les nouvelles puissances multipolaires et s'arrimer complètement au monde occidental. Les dirigeants algériens ne sont pas complètement stupides. C'est-à-dire que pour eux, certes, un rapprochement avec les États-Unis pour tout ce que je vous ai expliqué, mais ils veulent maintenir un équilibre entre le bloc occidental, enfin les États-Unis, et les grandes puissances du monde multipolaire, la Russie et la Chine. Ils veulent maintenir de bonnes relations, ils ne veulent pas couper les ponts. Donc ils ont demandé à intégrer les BRICS, ce qui permettrait à l'Algérie d'avoir un pied dans l'OTAN, de bonnes relations avec les États-Unis, de bonnes relations avec la Chine, de bonnes relations avec la Russie, membre des BRICS. C'est un jeu d'équilibre. C'est un peu le même jeu que joue le Maroc, sauf que c'est plus compliqué pour la Chine, pour l'Algérie,
puisque l'Algérie est un allié historique de la Russie, et que du point de vue de la Russie, l'Algérie s'éloigne d'elle pour aller vers les États-Unis. Alors que du point de vue de la Russie, quand le Maroc signe des accords stratégiques, etc., que je vous ai expliqué récemment avec la Russie, du point de vue de Moscou, le Maroc, c'est un pays qui vient du bloc occidental et qui se rapproche d'eux. Donc, c'est quand même, comment dire, c'est plus, l'approche est plus aisée pour le Maroc de se rapprocher de pays comme la Russie et la Chine, qui sont actuellement en tension avec l'Occident, qu'un pays comme l'Algérie, qui est un allié traditionnel et historique de la Russie, qui se rapproche des États-Unis, et qui est donc considéré par la Russie, non seulement comme un État bon, qui s'éloigne de... Ça c'est une chose, mais qui en plus de ça, entrave sa géopolitique en Afrique, au Sahel, et en Méditerranée, puisqu'il refuse de leur autoriser l'installation d'un port en Méditerranée. Vous voyez, ça c'est de la géopolitique. Ça c'est de la géopolitique qu'il faut analyser froidement. Tant que vous restez dans des schémas bloqués dans votre tête dans les années 60, vous ne pouvez absolument pas comprendre la géopolitique actuelle. Ni la géopolitique européenne, ni russe, ni nord-africaine. Il faut voir la réalité telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Donc maintenant, on en vient à l'opposition sur le dossier libyen, qui est aussi une conséquence du refus algérien de laisser la Russie installer une base navale en Algérie. Donc, outre le cas malien que je vous ai exposé dans la précédente vidéo, le dossier libyen oppose Alger et Moscou. Donc opposé sur la question malienne, Touareg, Sahel, et opposé sur la question libyenne. Pourquoi ? La Russie soutient l'armée nationale libyenne, ANL, du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle la Cyrénaïque, pardon, est de la Libye, et le Fezzan, sud de la Libye. Tandis que l'Algérie soutient le gouvernement d'unité nationale, GUN, qui est reconnu par l'ONU, bien sûr, donc par l'Occident, et qui contrôle l'ouest de la Libye contre Haftar, donc l'ouest de la Libye à la frontière algérienne. D'accord ? En mai 2025, rapporte Sahel Intelligence, donc Sahel Intelligence est un média qui est, je vous le dis tout de suite, hostile à l'Algérie, donc ne soyez pas étonnés de ce que je vais vous citer. Vous voyez, je cite tout le monde, hein. Je cite des médias algériens, non algériens, anti-algériens, etc. J'essaie de citer tout le monde, toutes les parties. Voilà. Ne me demandez pas plus. Hein. Ne me demandez pas d'être pro ceci ou pro cela. Alors, en mai 2025, Sahel Intelligence écrit que des unités de l'armée dirigées par le maréchal Khalifa Haftar y ont été déployées en nombre, suscitant des interrogations tant à Tripoli qu'à Alger. Tripoli, donc, c'est le côté ouest, là où il y a le gouvernement reconnu par l'Occident, pas par l'ONU. Mais aussi chez les observateurs internationaux. Les relations entre le maréchal Khalifa Haftar et l'Algérie ont toujours été marquées par la méfiance. Alger, tout en défendant officiellement une position de neutralité dans le conflit libyen, a souvent été perçu comme plus proche du gouvernement d'unité nationale, GUN, de Tripoli. En revanche, Haftar, qui contrôle l'Est et une grande partie du sud libyen, a reçu l'appui de plusieurs pays, dont les puissances étrangères, parmi lesquelles la Russie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Le déploiement de troupes de Haftar à la frontière pourrait être interprété comme un signal direct envers l'Algérie, en imposant une présence dans une région stratégique longtemps délaissée selon les analystes occidentaux. Le sud libyen, vaste territoire désertique connu sous le nom de Fezzan, est une région où l'autorité de l'État est historiquement faible. C'est aussi un carrefour de trafic en tout genre, armes, migrants, carburant, or. En envoyant ses troupes dans cette zone, le maréchal Haftar
cherche à combattre les routes commerciales illégales et les organisations terroristes soutenues, je cite le site d'information Sahel, par le régime militaire algérien qui déstabilise la région, selon eux. Fin de citation. Du côté algérien, en 2024 déjà, le président Tebboune a mis en garde l'armée nationale libyenne, donc de Haftar, sans la nommer directement, affirmant que l'Algérie, je cite le président Tebboune, n'allait pas rester les bras croisés si ses intérêts et sa sécurité nationale sont menacés. Fin de citation. Je précise au passage qu'en 2020, l'Algérie a amendé sa constitution pour autoriser à l'armée algérienne d'opérer en dehors du territoire algérien, donc pour se préparer à une éventuelle opération militaire extérieure en dehors des frontières algériennes. Et donc, la Russie soutient Haftar, opposé à l'Algérie. Donc en 2000, dans le contexte donc, de la chute de Bachar el-Assad donc, en 2024, fin 2024, la Russie, qui peut craindre de perdre sa base navale de Tartous en Syrie, renforce sa présence militaire en Libye, où elle s'est implantée en 2019-2020. Vous voyez, 2019-2020, elle s'implante en Libye. 2020, elle demande à l'Algérie de la laisser ouvrir, donc à la Russie, ouvrir une base navale en Algérie. L'Algérie refuse. Et donc, eh bien, la Russie renforce sa présence en Libye, puisqu'elle ne peut plus compter sur l'Algérie. Dans son numéro du 2 juin 2024, le quotidien algérien Al-Watan explique qu'un des objectifs de la Russie est la création d'une base navale en Libye après le refus de l'Algérie. Donc je cite l'article du quotidien algérien Al-Watan. Vu l'extrême importance du rôle géostratégique de la Libye, la Russie a décidé de mettre le paquet. Vladimir Poutine avait d'ailleurs reçu en personne Khalifa Haftar à Moscou le 28 septembre 2023 et il lui avait promis de renforcer ses capacités de défense aérienne, les capacités de défense antiaérienne de ses troupes et le renouvellement de l'infrastructure de ses aéroports, talon d'Achille lors de la bataille de Tripoli en 2019-2020. En contrepartie, les Russes demandent l'aménagement d'un port en eau profonde à Benghazi ou à Tobrouk pour leurs navires militaires et de faciliter à leurs troupes sur les aéroports de l'Est et du Sud libyen escale sur la route des alliés de la Russie en Afrique subsaharienne. Donc c'est la Libye pour la Russie un point d'entrée en Afrique. Jusque-là, les informations en provenance de Benghazi indiquent que l'homme fort de l'Est libyen n'a pas encore tranché. Haftar a, ceci dit, prié les Américains, depuis 2023, de ne plus lui parler du danger russe, aussi bien à leur envoyé spécial en Libye, Richard Norland, venu plusieurs fois l'année dernière au QG de Benghazi, que le chargé d'affaires US à Tripoli, Jeremy Brent. Donc ça veut dire que les États-Unis demandent à Haftar de chasser les Russes de l'Est libyen. Donc du point de vue des Américains, ça pose problème. Donc sur la Libye, l'Algérie et les États-Unis sont plutôt alignés. Ils sont opposés à la présence russe et à Haftar pour des raisons différentes. Sur le dossier sahélien, je vais y revenir, mais il ne faut pas que j'oublie, donc j'en parle maintenant. Sur le dossier sahélien, on voit, je vais montrer que les États-Unis étaient très préoccupés par ce qui se passe au Sahel, donc c'est-à-dire par la présence russe au Sahel. Et donc ils sont alliés, ils le disent, de l'Algérie dans leur lutte contre le terrorisme. Mais le problème, c'est que les Américains, chaque fois qu'ils parlent de lutte contre le terrorisme, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils soutiennent le terrorisme. Donc il faudrait qu'on nous explique comment ça se passe au Sahel, leur alliance avec l'Algérie contre les terroristes, puisque les Maliens accusent les Algériens de soutenir les groupes Touareg séparatistes et terroristes contre le Mali. Donc les Américains s'opposent à la présence russe dans le Sahel, les Algériens aussi s'opposent à la présence russe dans le Sahel.
les Américains et les Russes et les Algériens s'opposent à la présence russe en Libye, s'opposent à Haftar. Donc on voit que là, parce que là c'était assez théorique ce dont je vous ai parlé, l'OTAN, les signatures de documents, d'accords militaires, etc. Mais concrètement sur le terrain, quand on regarde ce qui se passe, on voit bien qu'il y a, sur le plan stratégique, des convergences d'intérêts, d'objectifs entre l'Algérie et les États-Unis contre la Russie, pour faire court. Le journal, donc je poursuis, je termine la lecture de l'article du journal algérien Al-Watan, mais dans cet article, donc Al-Watan, en accusation les Émirats arabes unis et la Russie. Je cite, « Les Émirats arabes unis n'ont cessé de contribuer à l'instabilité de la Libye depuis 2016, voire avant. Divers récits ont détaillé leur financement de manière indirecte de la présence des Wagner en Libye. » Fin de citation. Wagner, je vous l'ai dit, c'est l'organisation paramilitaire russe, rattachée au ministère de la Défense russe, qui s'appelle maintenant Afrika Korps. Dans la précédente chronique, j'ai montré que l'Algérie critiquait fortement, y compris le président Tebboune, la présence militaire russe dans le Sahel. Et là, le journal Al-Watan, qui est aligné sur Alger, critique la présence militaire russe en Libye. Donc là, c'est ce que je vous ai présenté, c'est factuel, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce ne sont que des faits. Que des faits. Et maintenant qu'on a présenté les faits, on va relier les points. Donc, si on fait une synthèse, si on essaie de faire une synthèse, en Afrique du Nord et au Sahel, il y a une lutte d'influence où s'opposent les États-Unis qui ont la main, on va dire, sur le Maghreb. Mais ils se voient damer le pion, les Américains puis les Occidentaux plus généralement, par la Russie au Sahel et en Libye, et dans d'autres pays d'Afrique. Mais là, on parle du Sahel et de la Libye. Donc, si vous regardez une carte de l'Afrique du Nord et puis du Sahel, vous avez une présence russe en Libye, au Sahel, et le général Haftar de Libye qui veut faire une jonction avec les pays de l'AES, du Sahel, qui ont formé une alliance, ce qui permettrait de faire une sorte de boucle stratégique, sans parler de ce que j'ai évoqué dans une précédente vidéo, c'est-à-dire la pénétration russe au Soudan, Tchad, Afrique centrale, etc. Donc vous avez une sorte d'enserrement stratégique de la Russie et de ses alliés. Donc du point de vue de Washington, du point de vue des Américains, il est impératif de resserrer les liens avec le Maroc et surtout l'Algérie, qui partagent des frontières avec la Libye et les pays du Sahel. Donc pour les États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont souligné, les Américains, que pour eux, l'Algérie est très importante, parce qu'elle a une frontière avec la Libye, il faut contrer les Russes en Libye, elle a une frontière avec le Mali, elle a une frontière avec donc plusieurs pays de l'AES, et donc du Sahel, bien sûr, grande frontière avec le Maroc. Donc il s'agit, du point de vue américain, de s'appuyer fortement sur l'Algérie, d'où le renforcement des liens avec l'Algérie ces dernières années, pour contrer les Russes et contrer les pays qui s'émancipent des puissances occidentales. Donc la réconciliation entre Rabat et Alger vise à unifier et à coordonner ces deux pays importants du Maghreb avant qu'il ne soit trop tard et que la Russie intensifie son implantation militaire et la Chine sa pénétration économique. Donc on voit bien les investissements massifs aussi des États-Unis en Algérie. Ils investissent aussi au Maroc. Mais si vous prenez donc l'Algérie, je l'ai dit, le premier investisseur étranger en Algérie, c'est les États-Unis. Au Maroc, les 3 premiers investisseurs sont les Émirats arabes unis, l'Allemagne et la Chine.
Les États-Unis n'occupent pas le podium des 3 premières places. En Algérie, ils sont premiers. Donc on voit bien qu'il y a un investissement américain, militaire, stratégique et économique au Maghreb et en particulier en Algérie, ce qui est assez discret en fait, on le sait peu, parce que leur problème, c'est la progression russe dans la région et qu'il faut absolument contrer. Et l'investissement en Algérie est d'autant plus important en raison de sa position géographique, mais aussi en raison de son histoire et de ses liens forts avec la Russie. Donc il s'agissait de desserrer les liens avec la Russie, et les Américains y sont parvenus. C'est factuel. C'est factuel. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Là. Donc maintenant, la question, c'est quel avenir pour le Maghreb? Donc le Maroc et l'Algérie ont leur propre politique extérieure, leur agenda respectif. Mais ces politiques distinctes et opposées sont surplombées et influencées, relativement influencées, c'est grosso modo ce que je dis, du grosso modo, par les agendas des grandes puissances notamment et surtout les États-Unis. Les querelles entre le Maroc et l'Algérie ont été entretenues, ou sont entretenues, en tout cas jusqu'à maintenant, par les puissances occidentales, tant que c'est dans leur intérêt. Mais l'implication et la pénétration russe en Afrique changent la donne. Il ne s'agit plus de maintenir affaibli et opposé le Maroc et l'Algérie. Ce que veut Washington, c'est transcender le problème du Sahara alimenté artificiellement par l'Algérie depuis les années 70, puisque le Polisario est soutenu à bout de bras et à coups de milliards par l'Algérie, pour passer à une autre étape, intégrer totalement le Maghreb au glacis américain et contrer la Russie, tout comme ils ont intégré l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, au glacis américain. Et destruction des gazoducs, etc., sabotage, pour empêcher la réconciliation, le maintien des liens entre la Russie et l'Europe. Donc c'est un peu le même schéma qu'on retrouve pour l'Afrique du Nord et pour le Maghreb en particulier. Donc au moins empêcher la Russie d'élargir son influence. Par conséquent, la conclusion, c'est qu'il n'y aura jamais d'indépendance totale du Maroc et de l'Algérie, compte tenu de leur taille et de leur puissance, vis-à-vis des grandes puissances, notamment les États-Unis, tant que ne sera pas constituée une vision stratégique commune. On n'y est pas, on en est même très très loin. Une vision stratégique commune dans une géopolitique de grand espace, incluant les pays du Sahel, notamment ceux de l'AES qui, eux, ont bien saisi l'importance stratégique de l'établissement d'un grand espace géopolitique. Et tant qu'il y aura des oppositions artificielles et même stupides sur les questions qui est en cours de résolution avec le Sahara marocain et le Polisario, ça a été des décennies de perte de temps. Des décennies de perte de temps pour un résultat nul. Nul. Rien du tout. Zéro. Pour au final être peut-être réconcilié sous l'autorité des États-Unis qui, eux, vont décider, plus ou moins, de l'agenda géostratégique. Alors que si il y a l'établissement d'un grand espace stratégique, Maghreb et pays du Sahel, d'ailleurs je rappelle que le Maroc a proposé aux pays du Sahel de leur offrir un débouché sur l'Atlantique pour les sortir du désenclavement. Donc il y a cette logique aussi qui est au Maroc, qui existe au Maroc. Mais sans l'Algérie, c'est pas possible de créer un véritable grand espace stratégique et qui permettrait de sortir de l'influence étrangère et de ne pas être obligé
de rejoindre l'OTAN, de tenir un double discours, de faire semblant d'être révolutionnaire, mais tout en maintenant des liens, en signant des contrats avec les États-Unis, etc. Et au final, se réconcilier parce que le patron américain nous a exigé de nous de le faire, et parce qu'on a passé des décennies à alimenter un conflit contre le Maroc sans aucun intérêt. Pour au final, avoir des relations excellentes avec les États-Unis, ce qu'on reprochait au Maroc. Donc au niveau, alors je ne parle pas d'Israël, l'Algérie n'a pas normalisé avec Israël, mais l'Algérie a normalisé avec les États-Unis. Donc elle a des liens excellents, on vient de le voir, avec les chiffres à l'appui, données à l'appui, contrats à l'appui, etc. Donc je vous ai tout donné. Pour au final, en fait, avoir d'excellents rapports avec les États-Unis comme le Maroc. Donc rien de mieux pour enfermer le Maghreb sous l'influence occidentale. Mais heureusement, il y a quand même eu une diversification stratégique du Maroc ces dernières années, avec des contrats dont j'ai parlé, avec la Chine, la Russie, etc. etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette série sur l'Afrique. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais tout ce que j'ai dit est vérifiable, puisque j'ai apporté les sources. Ça apparaît à l'écran. Vous avez les sources, les documents, vous avez tout sous la main. Tout est parfaitement factuel. Donc c'est soit vous acceptez la réalité des faits, voir le monde tel qu'il est, soit vous restez enfermé dans un monde qui n'existe plus. Je vous remercie, je vous dis à mercredi prochain si Dieu veut, et en attendant, soutenez la chaîne via Tipeee, via Paypal, via Patreon dans la description, commentez, likez, partagez, activez la cloche, et je vous dis à mercredi encore une fois, si Dieu veut, à 18 h.